Le 17 août 1944, la Belgique occupée par les Allemands. Les forces alliées poussent vers le nord depuis la France. Les troupes allemandes battent retraite. Et la résistance belge devient plus audacieuse. Ce soir, près de la ville industrielle de Charleroi, des résistants tendent une embuscade à une voiture et tuent d'assaut d'Anglebon. Un collaborateur belge aligné avec l'Allemagne nazie ainsi que sa femme et son enfant. Et l'autre, les représailles commenceront. Des milices armées fidèles aux occupés envahissent la ville voisine de Courcelles, incendiant des maisons. Traînant des civils hors de leur foyer et alignant des leaders communautaires dans une cave. Ce qui commence cette nuit le dégénère au meurtre de masse. Dès le lendemain, 27 civils seront exécutés de sang-froid. Cet acte odieux de violence collaborationniste contre de civils en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale resterait de l'histoire sous le nom de massacre de Courcelles. Cependant, ce crime ne resterait pas impuni, et les principaux coupables paieront leurs crimes de leur propre vie. La Seconde Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. Dans les mois qui ont suivi, Adolf Hitler tourne son regard vers l'ouest. Le 10 mai 1940, les forces allemandes ont attaqué les Belgiques. Les pays belges et France dans une campagne coordonnée. En quelques semaines, les Pays-Bas étaient tombés. La Belgique a capitulé le 28 mai fin juin. Les Français étaient également vaincus. L'Europe de l'Ouest était désormais sous le contrôle d'Hitler. La Belgique fut placée sous une dure occupation allemande. La capitulation de la Belgique a créé un vide de pouvoir rapidement comblé par les autorités allemandes. Le relayé Paul Troller restait dans le pays président surveillé tandis que le gouvernement belge s'était enfui vers Londres et formé un gouvernement en exil. Une administration militaire allemande s'était établie à Bruxelles, gouverne en tandem avec une fonction publique belge. Dès les premiers jours de l'occupation, les autorités allemandes ont commencé à remodeler les sociétés belges, et ils ont interdit les libertés politiques, censuré les presses et imposé de sévères restrictions. Parmi les plus touchés figuraient les Juifs de Belgique au nombre de 65,070. La plupart étaient des immigrants ou des réfugiés apatrides de Pologne qui avaient cherché refuge en Belgique après la Première Guerre mondiale. Leurs espoirs de refuge se sont rapidement effondrés. Les Allemands ont introduit des ordonnances anti-juives saisissant les entreprises et les biens, expulsant les Juifs de la vie publique et les isolant progressivement de la société. Le 1942, la déportation des Juifs de Belgique vers Auschwitz avait commencé. Les autorités allemandes ont utilisé les camps de Malines et de Gjinden comme centre de rassemblement, d'où des trains ont transporté des milliers de personnes vers les sous prétexte de réinstallation. En réalité, la déportation signifie une mort quasi certaine. Près de 25 Juifs de Belgique ont été envoyés à Auschwitz. Moins de 2 ont survécu. Des familles ont été déchirées, des communautés qui avaient autrefois prospéré dans des villes comme Anvers et Bruxelles ont été presque entièrement détruites. Pour peu de milliers réussissent à échapper à des déportations, avec l'aide de voisins compatisseurs de prêtres et de réseaux clandestins. Plus de 25 Juifs sont entrés dans la clandestinité. L'administration civile belge a refusé de coopérer avec les ordres de déportation, frustrant davantage les efforts allemands. Pourtant, l'ampleur des pertes était immense. Et le souvenir de ceux qui ont disparu reste l'un des chapitres les plus sombres de l'occupation. En même temps que l'occupation a renforcé des mouvements collaborationnistes, le principal d'entre eux était le parti rexiste, également connu sous le nom de REC. Fondé en 1935 par Léon Degrelle, un leader politique charismatique mais fanatique, Avril Rex avait connu un certain succès électoral. Remporte plus de 11% des votes nationales en 1936, mais au moment de l'invasion, son influence avait diminué. Avec le soutien allemand, Rex a saisi une nouvelle chance de prendre le pouvoir. En janvier 1940, État Degrelle ouvertement promis une loyauté totale à l'Allemagne nazie et fait politique de collaboration. Ces hommes sont devenus des alliés indispensables des occupés, surtout pour l'ONU. La moitié sud francophone de la Belgique, et Charleroi Rex a commencé à installer ses propres maires et milices paramilitaires. Le 19 novembre 1942, Prospetegel, le maire rexiste de Grand Charleroi, a été abattu par des résistants. Ce mort est marqué un tournant. Les occupants ont répondu avec brutalité, fusillant des otages de Gindonk, un ancien fort de l'armée belge près de la ville d'Anvers que les Allemands avaient transformé. Prison notoire, et compte de transit et renforce la répression à travers le pays. La Belgique était désormais une nation divisée, une société sous contrôle allemand, marquée par les persécutions antisémites, menacée par les collaborateurs et maintenue uniquement par la détermination croissante de la résistance. 1943, alors que les défaites allemandes s'accumulent sur le front de l'Est, la résistance s'est renforcée. Rex a resserré son emprise sur l'administration locale pour l'ONU, étendant son unité paramilitaire à Charleroi, une ville ouvrière avec de profondes traditions socialistes et communistes. Rex se présentait comme un rempart contre le communisme, faisant écho de la propagande nazie d'une croisade contre le bolchevisme. Léon Degrelle partit pour le front de les combattre avec la Légion wallonne tandis que Victor Maty prenait les rênes au pays. Dans son discours du Nouvel An d'un 944, Maty promit que Rex vengerait personnellement chaque attaque contre ses membres. Ces paroles furent bientôt suivies de violence. Le 6 juin 1944, sous le nom de Code Opération Overlord, les troupes américaines
Britanniques et Canadiennes traversèrent les Manches et commencèrent à débarquer sur la côte normande en France, alors que les forces alliées avançaient. Les attaques de la résistance aux Belgiques devinrent plus audacieuses. Le 8 juillet, le frère de Léon de Grêtre Édouard fut exécuté par des résistants dans la ville de Bouillon. Ce meurtre déclenche de sanglantes représailles dans tout le sud de la Belgique. Quelques semaines plus tard seulement, dans la nuit du 28 juillet, Jules Ernaud, directeur de l'Université du Travail à Charleroi, était assassiné chez lui. Il était visé pour ses liens avec les Frères un groupe que les nazis dépeignaient comme travaillant main dans la main avec les Juifs dans une prétendue conspiration mondiale. Il était à 944 que la Belgique était au bord de la crise. Le retrait allemand et les attaques de la résistance et les vœux de vengeance résistent se sont combinés pour créer une atmosphère de peur et d'anticipation. C'est dans ce climat que les événements total éclatent de l'un des massacres les plus tristement célèbres de l'histoire belge. Dans la nuit du 17 août, plus de 20 civils ont été traînés dans une maison réquisitionnée à Courcelles, près de l'endroit où les résistants avaient tendu une embuscade à une voiture tuelle. Collaborateur nazi belge Oswald Donglebon avec ses familles. Ils ont été enfermés dans la cave pendant que leurs ravisseurs préparaient leur exécution. Parmi eux se trouvait le père Pierre Armini, le doyen de Charleroi, connu pour ses critiques ouvertes des occupants nazis. D'autres incluaient des avocats, des ingénieurs et des policiers, des figures respectées qui avaient servi de piliers à leur communauté. L'aube. Les résistants démarraient le moteur de leur véhicule pour couvrir le bruit des coups de feu. Un par un des otages ont été conduits à l'extérieur. Le père Armini aurait offert du réconfort aux autres avant ses morts en disant « Je meurs et nous mourrons tous pour que la paix règne dans le monde et pour que les hommes s'aiment. » Les uns les autres, chaque victime était abattue d'une balle de la nuque. Leur corps jeté aux cérémonies près de l'endroit où Angelbo était tombé. 19 ont été exécutés de cette manière que les plus grands groupes de victimes du massacre de Courcelles. Le Turin se sont arrêtés de. Plus tard ce jour, Germain Van Ugarden, devant président de la Croix-Rouge de Charleroi, fut emmené et abattu de 3 balles dans le dos. Elise Bederito, la femme de ménage d'un architecte local, a également été assassinée. Au total, 27 civils ont été tués à Courcelles entre le 17 et le 18 août 1944. Au milieu du massacre, 2 prisonniers survécurent. Mars Stuck a été libéré avant le transfert, tandis que Germaine Gogh a été épargné de ce qu'un cousin rexiste est reconnu. Pour les autres, aucune pitié n'a été montrée. Le massacre de Courcelles n'était pas si inaperçu auprès des occupants. Les autorités allemandes ont non seulement toléré les meurtres, mais les ont activement utilisés à des fins de propagande. Les journaux de toutes les Belgiques ont déclaré qu'Angelbo et sa famille avaient été assassinés par de soi-disant terroristes. Ils vont affirmer que 20 résistants avaient été abattus en représailles. En réalité, les victimes de Courcelles étaient des civils innocents, choisis précisément pour semer le peur et renforcer le contrôle collaborationniste. Entièrement séparément, les Allemands ont également mené leurs propres représailles, exécutant 20 otages qui avaient déjà été détenus pour des actions de résistance antérieures. C'était un rappel brutal que sous l'occupation, tant les collaborationnistes que les nazis utilisaient la terreur comme arme de contrôle. Quelques semaines plus tard, les forces alliées ont libéré les Belgiques en septembre 1944. Le massacre était encore un souvenir frais et les poursuites des collaborateurs commençaient presque immédiatement. Les autorités belges ont lancé des enquêtes sur les événements de Courcelles. Sur environ 150 participants présumés, 97 ont été identifiés, 80 ont été capturés et jugés. Le 10 novembre 1947, les justices étaient rendues dans la ville de Charleroi, dans le sud de la Belgique. 27 résistants ont été exécutés par un peloton d'exécution, y compris des figures de proteste Victor Marty, qui avait servi de chef intérimaire du parti, et Louis Colvé son successeur, Joseph Bevout, le chef régional avocat. Légalement été jugé pour son rôle dans l'organisation des meurtres, dans les années qui ont suivi. Des monuments commémoratifs aux victimes ont été érigés dans toute la région. L'église Saint-Christophe de Charleroi a été reconstruite au basilique et consacrée en décembre 1957 avec un mémorial en l'honneur du père Arminet et des autres qui étaient morts. À Courcelles même, un monument a été érigé sur le site où les corps ont été retrouvés. Les rues avoisinantes ont été renommées Mémoire des victimes. Chaque année le 18 août, des cérémonies sont organisées pour commémorer le massacre. Le massacre de Courcelles reste l'un des exemples les plus tristement célèbres de violence collaborationniste en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il expose les extrêmes mortels de la trahison, de l'idéologie et de la vengeance dans un pays déjà marqué par l'occupation, la répression de l'Holocauste. Merci d'avoir regardé les chaînes Wildrist J. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cliquez sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.